Et si la vraie révolution africaine ne se jouait ni dans les tribunaux ni sur les côtes, mais au cœur du Sahara? Alors que les médias occidentaux s'accrochent aux procès retentissants et aux blocages diplomatiques sur les littoraux, une transformation bien plus profonde, et surtout beaucoup plus discrète, est en train de redéfinir l'économie de tout un continent. Imaginez, pendant que l'attention du monde reste fixée sur les ports embouteillés, les blocages juridiques et les vieilles rivalités côtières, les véritables architectes du commerce mondial, eux, tournent désormais le regard vers l'intérieur, vers la Fédération des États du Sahel. Pendant des décennies, le modèle dominant de l'investissement étranger en Afrique s'est appuyé sur une règle simple: tout miser sur les côtes. Les capitaux affluaient là où les navires accostaient, là où les marchandises s'échangeaient, comme si la prospérité ne pouvait exister qu'à portée de marée. L'intérieur du continent, perçu comme simple réserve de ressources, était vidé de ses richesses pour alimenter les économies extérieures, tandis que les États côtiers prélevaient leurs dîmes sans jamais remettre en cause la dépendance structurelle. Mais cette ère touche à sa fin. Aujourd'hui, c'est au sein du Sahel que tout bascule. Les investisseurs de Pékin, stratèges en chef des infrastructures mondiales, l'ont bien compris. Eux qui observaient la résilience et l'unité des États sahéliens face aux pressions occidentales et aux embargos, ont vu dans cette fédération bien plus qu'un nouveau marché. Le point de bascule d'un modèle où le développement industriel se fait sur place, où la souveraineté s'impose dans chaque négociation. Désormais, ce ne sont plus les multinationales qui dictent leurs conditions, mais les gouvernements locaux qui exigent des partenariats équitables et des emplois de qualité pour leurs propres citoyens. Ignorer cette révolution silencieuse, c'est rester aveuglé par les anciens rapports de force et manquer l'opportunité de comprendre ce nouveau modèle africain, plus indépendant, plus audacieux, et surtout porteur d'espoir pour toute la région. Prêts à découvrir comment le Sahel est en train de bouleverser les règles du jeu? Plongeons ensemble dans l'histoire de cette mutation silencieuse qui pourrait bien inspirer l'avenir de l'Afrique de l'Ouest. Pendant des décennies, être enclavé signifiait être condamné à la pauvreté extractive. En Afrique de l'Ouest, tout semblait écrit d'avance. Si vous n'aviez pas la chance d'être près de la mer, vous étiez voué à n'être qu'un point de passage, un réservoir invisible de ressources, exploité au profit des puissances étrangères et des grandes villes côtières. Les investissements étrangers suivaient inlassablement le même schéma. Ils se concentraient sur les ports, sur les terminaux, là où les marchandises pouvaient facilement s'échapper du continent. Le littoral, de Dakar à Abidjan, en passant par Lagos, brillait de mille feux grâce au flux de capitaux étrangers, tandis que l'intérieur du continent, que ce soit le Sahel, le nord du Mali ou le Burkina Faso, restait dans l'ombre. Ce modèle n'était pas qu'une question de géographie, mais de pouvoir. Les côtes bénéficiaient des frais de transit, des emplois créés dans la logistique, du commerce international, et voyant pousser des infrastructures modernes qui ne profitaient qu'à une minorité. L'intérieur, lui, en subissait le coût humain et environnemental. C'est là que l'on creusait, que l'on extrayait le coton, l'or, le pétrole, le phosphate ou, plus récemment, le lithium. Mais les bénéfices, eux, prenaient le chemin inverse, filant vers les ports, puis vers l'étranger, ne laissant sur place que des terres appauvries, des emplois précaires et des communautés dépendantes de l'extérieur pour leurs besoins essentiels. Il fallait tout exporter, tout vendre rapidement, pour répondre à la demande des marchés mondiaux, sans jamais penser à bâtir une industrie locale, à valoriser sur place la richesse du sous-sol. Ce système d'investissement reposait sur des accords opaques, des contrats imposés et sur un profond déséquilibre de force. Les multinationales arrivaient avec leurs propres règles, négociaient avec des gouvernements isolés, sans réel pouvoir de négociation, et repartaient avec le gros du gâteau. Pour les populations de l'intérieur, cela voulait dire dépendre de la volatilité des prix mondiaux, subir les conséquences des fluctuations économiques lointaines, et surtout, renoncer à la souveraineté sur leurs propres ressources. On disait alors que l'Afrique était condamnée à rester sous tutelle, incapable de s'arracher à ce modèle d'extraction rapide où la terre elle-même semblait n'appartenir qu'aux intérêts étrangers. Mais ce système avait un autre coût, plus insidieux encore. Il perpétuait l'idée que l'indépendance économique était hors de portée.
Les emplois qualifiés, la technologie, les centres de décision restaient ailleurs, loin de Bamako, Niamey ou Ouagadougou. L'intérieur du continent semblait figé dans son rôle de fournisseur de matières premières, incapable de retenir ses propres richesses, prisonnier d'une géographie qui lui refusait toute chance d'épanouissement. Les jeunes, faute de perspective, partaient vers les villes côtières ou l'étranger, alimentant un cycle sans fin de dépendance et de fuite des talents. Pourtant, ce modèle, aussi solide qu'il paraissait, portait en lui sa propre fragilité. Car à force de marginaliser l'intérieur, de l'exclure des bénéfices réels du développement, il a fini par susciter une réaction, une volonté de rupture. Aujourd'hui, ce sont ces territoires longtemps considérés comme la périphérie qui prennent leur revanche. Les États du Sahel, en particulier, ne se contentent plus d'être de simples fournisseurs de ressources. Ils imposent de nouvelles règles, renversent les rapports de force et s'organisent pour que l'investissement étranger serve enfin leurs intérêts. Ce bouleversement ne fait que commencer. Mais déjà, sur la carte de l'investissement en Afrique, le centre de gravité bascule. L'intérieur se réveille, s'organise et par des stratégies audacieuses, commence à se réapproprier ses richesses. Le risque, si ce mouvement échouait? Revenir à l'ancien modèle, subir encore et toujours la dépendance, perdre à jamais la maîtrise de ses ressources et l'espoir d'une prospérité partagée. Mais ce modèle connaît aujourd'hui un bouleversement inédit. Pourquoi la Chine investit-elle désormais au cœur de l'Afrique, loin des ports, là où, historiquement, personne ne voulait s'aventurer? C'est simple. Le centre de gravité économique de l'Afrique de l'Ouest est en train de se déplacer. La révolution silencieuse du Sahel bouleverse tous les anciens modèles. Jusqu'à récemment, l'histoire semblait écrite à l'avance. L'essentiel des investissements étrangers se concentrait sur les côtes, là où les ports facilitaient l'exportation brute des ressources vers l'Occident ou vers l'Asie. Le Sahel, lui, était souvent perçu comme une zone tampon, vulnérable, dépendante, sans véritable levier de négociation. Mais ces dernières années, la Fédération des États du Sahel a démontré une résilience spectaculaire face aux pressions extérieures, notamment des puissances occidentales. Unité politique, discipline dans les négociations et surtout une volonté farouche d'imposer sa souveraineté. Tout a changé. Face à cette nouvelle donne, Pékin a bouleversé ses stratégies. Ce que recherchent aujourd'hui les investisseurs chinois n'est plus seulement la facilité logistique ou la rentabilité immédiate, mais une stabilité durable, bâtie sur des accords clairs et respectueux de la souveraineté locale. Et c'est précisément ce que la Fédération du Sahel propose. Un terrain de jeu nouveau, certes exigeant, mais où le risque de rupture ou d'instabilité politique est désormais maîtrisé par des règles du jeu transparentes. Le changement est spectaculaire. Les grands flux de capitaux qui, jadis, servaient à construire des infrastructures côtières, ports, pipelines, routes vers l'Atlantique, s'orientent maintenant vers le cœur du continent. À la place des enclaves d'exportation, on voit émerger des hubs industriels à l'intérieur des terres, raffineries à Zinder, complexes miniers au sud du Mali, pôles agro-industriels autour de Ouagadougou et Bamako. L'objectif est clair, cesser d'être une simple source de matières premières pour devenir une puissance de transformation, capable de créer de la valeur ajoutée sur place. Mais la vraie révolution, c'est la nouvelle doctrine de souveraineté économique. La Fédération impose aux investisseurs des règles inédites sur le continent. 80% des emplois doivent être locaux, avec des exigences strictes de transfert de technologie et de formation, audit financier indépendant et surtout égalité salariale entre expatriés et salariés nationaux. Les concessions minières et industrielles sont désormais accordées seulement si ces conditions sont respectées. Ce n'est plus à vendre au plus offrant, c'est à prendre ou à laisser selon les intérêts nationaux. Prenez l'exemple des négociations récentes avec la China National Petroleum Corporation. Avant, le pétrole du Sahel était extrait puis expédié quasi brut. Les profits filaient à l'étranger, et les États n'en récoltaient que des miettes. Depuis l'adoption des nouveaux codes miniers et pétroliers, la donne a radicalement changé. L'État malien, par exemple, détient désormais la majorité des parts dans les opérations stratégiques, impose un contrôle strict sur l'exportation et s'assure que les revenus issus des hydrocarbures ou du lithium
ce fameux or blanc vital pour la tech mondiale, servent prioritairement à financer les infrastructures nationales et le développement social. Les Occidentaux ont multiplié les mises en garde. Ces exigences feront fuir les investisseurs. Le Sahel va s'isoler. Mais la réalité est tout autre. Aujourd'hui, pour garantir leur accès à ces ressources stratégiques, la Chine et d'autres puissances asiatiques acceptent ces nouvelles conditions. Elles comprennent qu'elles n'ont pas affaire à des partenaires faibles ou divisés, mais à une fédération unie, qui sait exactement ce qu'elle veut obtenir en échange de l'accès à ces richesses. C'est une vraie démonstration de force sur la scène internationale. En se présentant à la table des négociations avec professionnalisme et une vision claire, les États du Sahel obligent désormais les géants économiques à s'aligner sur leurs priorités. Et pour la première fois, l'Afrique intérieure ne se contente plus de subir les règles du jeu mondial, elle les écrit. Mais la réussite n'est jamais garantie. À chaque négociation, ce qui est en jeu, c'est tout simplement l'avenir économique de la région. Échouer à imposer ces conditions, c'est risquer de retomber dans le cycle du pillage et de la dépendance. Réussir, en revanche, c'est offrir au continent un modèle d'autonomie et de prospérité qui pourrait inspirer bien au-delà des frontières du Sahel. Et ce n'est que le début. Car ce nouveau rapport de force, on le retrouve déjà sur le terrain, dans la vie quotidienne des populations et dans la transformation physique du Sahel. Alors, concrètement, comment cette révolution silencieuse se traduit-elle dans les chantiers, les emplois, l'industrialisation? C'est ce qu'on va voir tout de suite. L'argent reste-t-il enfin au Sahel pour bâtir l'avenir? C'est la grande question. Et la réponse, aujourd'hui, est en train de s'écrire sous nos yeux. Ce qui se passe au cœur de l'Afrique de l'Ouest, loin des projecteurs braqués sur les capitales portuaires, c'est une véritable révolution économique silencieuse. Les capitaux ne fuyaient plus les terres du Sahel pour aller gonfler les comptes offshore ou s'évaporer au gré des exportations non transformées. Non. Pour la première fois depuis des générations, l'investissement s'ancre à l'intérieur, circule, irrigue et façonne une nouvelle réalité industrielle. Prenez les routes. Chaque nouveau kilomètre de goudron relie des villes autrefois isolées. Chaque tronçon ouvert désenclave des zones entières, facilitant les échanges et l'accès aux marchés régionaux. L'énergie suit la même logique. Des centrales, souvent financées et construites par des partenaires asiatiques, alimentent désormais des réseaux électriques robustes, essentiels pour l'industrialisation. On assiste à l'essor d'usines, de plateformes logistiques modernes, de gares ferroviaires qui ne pointent plus uniquement vers l'Atlantique, mais connectent Bamako, Niamey, Zinder et tout l'intérieur fédéral. La raffinerie de Zinder, par exemple, illustre à merveille ce basculement. Plutôt que d'exporter du brut pour le racheter raffiné à prix d'or, la fédération mise sur la transformation locale. Le carburant raffiné là-bas alimente directement la croissance industrielle et agricole du Sahel, tout en créant des milliers d'emplois qualifiés. L'argent reste, circule et fait boule de neige. Autre exemple frappant, le Mali, longtemps cantonné au rôle de mine du monde, contrôle désormais non seulement l'extraction, mais surtout la première transformation du lithium, ce minerai clé de la transition verte mondiale. Désormais, une part significative de la richesse, de la technologie et des premières retombées économiques demeure entre les mains maliennes. C'est un changement de paradigme. Le pays refuse d'être une simple carrière globale. Il impose sa voix, valorise ses ressources et se positionne comme un acteur incontournable dans la chaîne de valeur du XXIe siècle. Le message est clair. Ici, c'est le Sahel qui fixe les règles. Mais comment tout cela a-t-il été rendu possible? En grande partie grâce à un partenariat sino-sahélien inédit, fondé sur le respect mutuel et l'absence de conditionnalité politique. L'Est a besoin d'un accès fiable et pérenne aux ressources stratégiques, tandis que la Fédération exige des investissements massifs et concrets pour bâtir son avenir industriel. Contrairement aux anciennes aides sous conditions, qui imposaient réformes et privatisations au gré des intérêts extérieurs, ici, tout est axé sur le développement physique, routes, énergie, infrastructures. Fini le temps où chaque projet devait passer par la côte ou obtenir la bénédiction tacite des puissances maritimes. Cette stratégie, souvent qualifiée de forteresse intérieure, bouleverse tous les codes.
Elle permet à la Fédération de s'affranchir de la dépendance au port et de la vulnérabilité face aux sanctions économiques. L'économie devient résiliente. Le carburant raffiné au Sahel alimente la logistique. Les rails relient les bassins miniers aux zones industrielles et les richesses issues du sol sont transformées localement. Chaque baril raffiné est stocké, chaque kilowatt produit et consommé sur place, chaque conteneur expédié d'une ville de l'intérieur au lieu d'un port, renforce la souveraineté et immunise le Sahel contre les pressions extérieures. Sur le plan diplomatique, ce choix stratégique a des répercussions majeures. L'influence occidentale, autrefois écrasante, connaît un net recul. Avec l'élévation officielle des relations bilatérales entre Bamako, Niamey, Zinder et Pékin, c'est un véritable séisme dans les sphères de pouvoir traditionnelles. À la clé, accès prioritaire à la technologie, au capital et au savoir-faire, sans que le Sahel ait à sacrifier sa souveraineté sur l'autel de conditions politiques imposées. Désormais, le bloc sahélien n'est plus perçu comme une mosaïque fragile de pays enclavés, mais comme une puissance intérieure, cohérente, capable de peser sur la scène mondiale. Mais ce modèle comporte aussi ses risques. L'indépendance ne sera totale que si la Fédération reste maître de ses choix, sans basculer dans une nouvelle forme de dépendance, cette fois envers l'Est. Le pari est audacieux. Transformer la richesse naturelle en prospérité partagée, garantir des emplois de qualité et bâtir une croissance qui profite à tous, tout en gardant la main ferme sur la gestion des partenariats. En résumé, nous assistons à l'émergence d'un écosystème économique inédit, autoporté, bâti sur la maîtrise locale et la diversification des alliances. Pour le Sahel, c'est une chance historique. Prouver que la souveraineté économique n'est pas un rêve lointain, mais une réalité en construction, à force de volonté politique, d'investissements réorientés et de stratégies concertées. Mais ce n'est que le début d'un bouleversement qui s'étend bien au-delà de l'économie. Ce qui se passe dans le Sahel pourrait-il être la clé de l'indépendance pour tout le Sud? Cette question, autrefois naïve, est aujourd'hui prise très au sérieux bien au-delà des frontières africaines. Car ce que montre la Fédération du Sahel, c'est que la souveraineté économique n'est plus une utopie, mais un choix stratégique, parfaitement assumé et déjà en train de porter ses fruits. Loin des clichés d'une Afrique condamnée à subir les règles des puissances étrangères, le Sahel impose désormais ses propres normes et inspire déjà d'autres régions du Sud global à repenser leurs relations avec le reste du monde. La première leçon, c'est l'affirmation de la transparence. Fini les contrats opaques et les arrangements entre élites. Désormais, chaque investissement étranger doit respecter des exigences strictes de divulgation, de contrôle public et de bénéfices clairs pour la population locale. Les sociétés internationales, même les géants chinois, doivent jouer le jeu de la clarté et de la responsabilité. Une révolution silencieuse, certes, mais qui change tout dans la répartition de la valeur créée. Deuxième pilier, la technologie et la participation locale deviennent la norme. Les nouveaux partenariats, à commencer par l'accord stratégique avec Pékin, vont bien au-delà du simple apport de capitaux. Ils imposent le transfert de compétences, la formation massive d'une main-d'œuvre autochtone et la création d'emplois de qualité sur place. Les usines de transformation du lithium ou du pétrole dans le Sahel ne sont plus des succursales étrangères, mais des moteurs d'une industrialisation locale et durable. Ce savoir-faire, une fois acquis, ne s'évapore plus. Il reste et irrigue ensuite tout le tissu économique. Troisième avancée, et non des moindres, la coopération orientale permet de contourner les blocages historiques. Là où les institutions occidentales conditionnaient leur aide à des politiques d'austérité ou à des réformes dictées de l'extérieur, les nouveaux partenariats offrent un accès accéléré au capital et aux infrastructures, sans imposer de changements politiques. Cela redonne aux États la liberté de développer leur propre stratégie, en fonction de leurs priorités et non de prescriptions venues d'ailleurs. C'est là que le « nouveau chemin de la soie » change de visage. Il ne s'agit plus simplement d'une route d'exportation de matières brutes, mais d'un corridor d'industrialisation locale. Le pétrole, l'or, le lithium ne sont plus extraits pour être envoyés tels quels vers des usines lointaines, mais ils sont désormais transformés sur place.
Résultat? La valeur ajoutée reste dans la région, les chaînes de valeur se densifient et de nouveaux secteurs émergent, du raffinage à la production de batteries, en passant par les équipements agricoles ou les composants électroniques. Ce modèle inspire déjà. Du Mozambique à la Bolivie, des voix s'élèvent pour exiger plus que de simples royalties ou des miettes d'exploitation. Les dirigeants observent avec attention la réussite du Sahel, et certains commencent à réclamer eux aussi la transparence, la juste part et le transfert réel de technologie. Le message est clair. Il est possible de rompre avec la dépendance et de bâtir une prospérité partagée, à condition d'oser imposer ses règles et de parler d'une seule voix. Mais il y a un risque, celui de croire que ce modèle est réservé à quelques chanceux, ou de sous-estimer la force de l'effet d'entraînement. Ignorer ou négliger l'exemple du Sahel, c'est risquer de rester prisonnier des vieux schémas, de voir s'évaporer ses ressources sans jamais asseoir une autonomie durable. À l'inverse, s'en inspirer, c'est ouvrir la voie à une nouvelle ère de souveraineté pour tout le Sud global. Alors, pour conclure, qu'est-ce que la réussite de la Fédération du Sahel nous enseigne vraiment sur le chemin de la souveraineté? La souveraineté n'est plus une promesse, c'est une réalité à bâtir chaque jour. Ce que nous venons de parcourir, c'est bien plus qu'un simple déplacement d'investisseurs ou une nouvelle carte des flux de capitaux. C'est la reprise en main d'un destin que l'on croyait confisqué à jamais. Désormais, au cœur du Sahel, la Fédération des États montre au monde entier que l'Afrique n'est pas condamnée à n'être qu'un terrain de jeu pour les ambitions étrangères. Ici, la force ne se mesure plus à la capacité d'exporter des matières premières brutes, mais à transformer la richesse du sol en opportunité pour sa jeunesse, ses femmes, ses entrepreneurs. Les accords diplomatiques sont signés, les alliances stratégiques sont formalisées et l'intérieur du continent s'érige en véritable forteresse économique. Face aux blocages, aux sanctions et aux tentatives d'isolement, le Sahel n'a pas reculé. Il a cherché en lui-même la réponse et s'est tourné vers des partenaires qui respectent sa vision. Avec le partenariat stratégique sino-africain formalisé en 2026, c'est la page de l'extraction à sens unique qui se tourne définitivement. Les investissements massifs dans le raffinage, la transformation locale des minerais critiques et le transfert de technologies signifient que chaque goutte de pétrole, chaque gramme de lithium, chaque kilomètre de route construit, profite d'abord à l'ensemble de la population. Ce modèle, c'est l'audace d'exiger que la valeur reste chez soi, que les emplois qualifiés soient créés ici, que la croissance soit durable et partagée. Le vieux rêve d'une Afrique de l'intérieur, autosuffisante, respectée et souveraine, n'est plus une utopie. C'est le fruit d'une stratégie courageuse et unifiée, là où beaucoup, hier encore, ne voyaient qu'isolement ou faiblesse. Mais voilà. Choisir d'ignorer cette révolution, c'est se condamner à rester spectateur du monde, à voir ses propres richesses partir sans retour. Saisir cette dynamique, au contraire, c'est ouvrir la voie à une prospérité réelle, à un développement qui inspire déjà d'autres régions du continent et au-delà. Car il ne s'agit plus de demander la permission d'exister économiquement, mais de bâtir un modèle qui place l'humain, la dignité et la souveraineté au centre. Alors, si vous croyez, vous aussi, que l'histoire d'un peuple doit lui appartenir, que l'indépendance se construit par l'unité et la détermination, partagez cette vidéo, abonnez-vous et faites entendre cette vérité africaine. Ici, nous avançons avec les faits, pas avec la colère. Le soleil se lève sur un Sahel industrialisé, uni, maître de son avenir. Les routes s'étendent, les usines vivent, et l'avenir appartient à ceux qui refusent de céder. L'Afrique de l'intérieur est debout, éveillée, souveraine. Ici commence la nouvelle ère.